C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on apprend plein de choses. La durée. Et, et dans nos métiers, la nouvelle génération, on ne les laisse pas durer longtemps. Et puis il y a une chose qui veut dire, avec le temps, on a le temps d'un jour d'avoir la carte. Avec le temps, on a le temps d'être populaire, de faire des émissions grand public, et on a le temps de faire ce qu'on appelle de l'image. Parce que moi, l'image est aussi importante que l'audience. Mon frère disait toujours que l'image, c'est l'audience de demain. Et ça, c'est avec le temps. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Bienvenue dans Domino, Michel Drucker. Merci de m'accueillir. Un bonheur de vous recevoir. Sur le plateau de ABC Talk. Ah oui. Alors, cher Michel, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos blancs et de dominos noirs. Dans un instant, je vous demanderai de piocher un domino. Si vous piochez un domino blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière, pour éclairer vos bonheurs, votre philosophie de vie, vos joies. Et si vous tirez un domino noir, eh bien nous commencerons par l'interview noir sur blanc. Du côté sombre. Pour explorer votre part la part sombre qui est en vous. Voilà. Très bien. Vous avez à côté de vous un masque. C'est votre joker. Si toutefois vous avez envie de le porter, si une question vous dérange, eh bien, faites comme bon vous semble. Je fais ça, joker. Voilà. Et sachez qu'une interview en entraîne une autre. Après blanc sur noir, noir sur blanc, et inversement. Voilà. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors, fermez les yeux et concentrez-vous. Et tirez un domino. Ah, domino blanc, interview blanc sur noir, interview lumière. Alors, Michel Drucker, vous êtes entré à la télévision en 1964. Et 62 ans plus tard, vous êtes toujours à la télévision. Et depuis plus de 50 ans, vous partagez votre vie avec la même femme, avec Dany Saval. 52 ans. 52 ans. Je dis plus de 50 ans parce que, voilà. Alors, est-ce à dire que vous avez trouvé la pierre philosophale qui vous permet de durer et de durer encore ? C'est une très bonne question. Oui, parce que si j'avais pas trouvé cette pierre philosophale, je serais peut-être pas encore là aujourd'hui. Parce que comme je dis dans mon livre que vous avez lu avec le temps, c'est un parcours qui se fait à deux. C'est pas un parcours de solitaire. Oui. Il y a plein d'exemples de couples qui ont duré ou de carrières qui ont duré et qui sont faits à deux. Donc quand j'ai rencontré Dany, on avait le même âge, on avait 29 ans tous les deux, et elle avait déjà fait un sacré parcours, jeune, de comédienne. C'était en 72. Moi, j'étais déjà là depuis un bon moment. Elle ne me connaissait pas du tout, parce qu'elle vivait aux États-Unis, elle ne regardait pas la télévision, et puis même si elle avait été en France, j'étais reporter sportif, et le sport et elle, c'est voyage en terre inconnue. Et puis voilà, et j'ai senti tout de suite... Merci Claude François, c'est Claude François qui me l'a présenté sur un plateau. J'ai senti tout de suite l'intuition fulgurante. Que c'était la femme de votre vie. Qu'on allait faire un long parcours. Et alors, est-ce que vous diriez que finalement vous avez conçu votre vie comme une œuvre d'art qui vise l'éternité ? C'est une construction. Voilà, c'est une construction. Je voulais durer. Et comme disait votre ami Serge Gainsbourg, cette œuvre plutôt art majeur ou art mineur ? Majeur. Alors, sur la couverture de votre livre, Michel Drucker, qui s'intitule « Avec le temps », oui. Il y a 2 Michel Drucker, n'est-ce pas ? L'un est jeune, à côté du jeune, il y a l'homme d'aujourd'hui. Alors,
le jeune tient par le cou, et puis il a un petit sourire en coin. Qu'est-ce qu'il vous murmure à l'oreille? Il me murmure, est-ce que tu crois que j'aurai cette tête-là dans 50 ans? Et il me murmure à l'oreille, est-ce que tu crois que je serai encore dans la lumière à 50 ans? C'est la question que j'avais posée à Léon Zitrone, qui était un de mes maîtres. Il faut savoir que Léon Zitrone, c'était énorme dans les années 65. Et c'était le jour de son anniversaire. Ouais. Il avait 45 ans et moi j'en avais 22. Et je lui ai dit, est-ce que je serai encore, Monsieur Zitrone, à la télévision à votre âge? Ça a été mon obsession, la durée. Ouais. Car je n'aime que ce qui dure. J'aime les amitiés qui durent, les amours qui durent, les carrières qui durent, les familles qui durent, les santé qui durent. Là, j'ai failli me tromper parce que j'ai pas tout à fait coché ces 2 cases, car j'ai été très malade il y a pas longtemps. Mais je n'aime que la durée. Oui. Sur cette photo, il y a un détail que je remarque, c'est que le jeune Michel porte une cravate. Mais Pourquoi est-ce que vous avez fait tomber la cravate, vous? c'est un ordre que m'a donné Johnny Hallyday un jour. C'est-à-dire? Ah oui? Johnny m'a dit, enlève ta cravate, c'est démodé. Si tu veux durer, enlève ta cravate. Je viens si tu enlèves ta cravate. Et puis après, j'ai fait des progrès, maintenant je suis en ras du cou. Et c'est vrai que à un moment donné, ma mère était désespérée, parce que moi, à la télévision sans cravate, c'était impensable. Et puis, c'est Johnny qui m'a dit, ça va te donner un cul de jeune. Ça m'a donné un cul de jeune. C'est Johnny qui m'a dit, je ne viens pas si tu n'en es pas ta cravate. Oui. Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle en fait. Michel, j'aimerais vous faire réagir sur les quelques mots du poète René Char. D'accord? Vous allez me dire s'ils vous font écho. Alors, René Char a dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Est-ce que ce n'est pas exactement ce que vous avez fait, vous qui pensiez que vous n'étiez pas armé finalement pour réussir, puisque vous vous dites partout que vous avez été un cancre à l'école, que Et ils se sont habitués. Ils se sont habitués. Le regard des autres s'est habitué. Vous avez traversé les époques, vous avez traversé les modes, ce qui m'amène à une triple question. Que disait-on de Michel Drucker hier? Que dit-on de Michel Drucker aujourd'hui? Et que dira-t-on de Michel Drucker demain? Alors, à la première question, qu'est-ce qu'on disait de vous hier? Que j'étais gentil. Un vrai gentil? Oui, je crois. Je crois pas un faux gentil. Non, je crois que j'étais démodé très tôt, parce qu'être gentil, c'est pas très à la mode. Encore qu'on se détend un petit peu, mais que l'époque n'est pas à la gentillesse. Je crois que j'ai pas changé. Souvent, on me dit qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne quand vous serez plus là? Moi, j'ai dit, voilà, il a aimé les gens, et les gens lui ont bien rendu. Oui. En fait, j'aimais les gens déjà jeunes. Mon père les aimait car il les soignait, car j'étais le fils d'un petit médecin de campagne. J'aime profondément les gens. Oui. Votre père disait même que vous étiez le médecin des âmes. Hein. Oui, Et ça vous exact. faisait très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de vous? Comment il a fait? Comment il a fait pour être là encore aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer d'expliquer ce que c'est que la durée. Et demain, qu'est-ce qu'on dira de vous? Je ne serai plus là demain. On dira, je ne sais pas ce qu'on dira, on dira peut-être que j'ai laissé quelques émissions qui ont rendu les gens heureux, mais est-ce qu'on se souviendra de tout ça? Je ne suis pas sûr. Tout, je veux dire, la télévision, c'est un faux végétariat, c'est du sable qui vous glisse entre les doigts. Non, je crois que demain,
je serai dans les oubliettes de l'histoire de la télévision parce que tout s'oublie. Tout s'oublie. C'est la chanson de Ferré. Avec le temps. Ouais. Oui. Tout s'en va. Et au fil du temps, qu'avez-vous appris sur vous-même? Que j'étais beaucoup plus résistant que je l'imaginais, Oui. que je me suis beaucoup sous-estimé et que j'ai traîné ce complexe de gars qui n'a pas fait d'études pendant des années. Et puis jusqu'au jour où je me dis, mais il faut aussi que j'interviewe des intellectuels. Enfin, exemple, le jour où j'ai fait un tête-à-tête avec Simone de Beauvoir. Oui. Tout le monde s'en souvient, mais c'était à l'INA, j'avais 25 ou 26 ans. Ma mère qui était très Simone de Beauvoir, ma mère qui était très Nouvel Observateur, très cette gauche, un télo, voilà, c'était ça ma maman. Le grand échiquier, c'était Libération. Le Nouvel Obs. Le Nouvel Obs, avec cette Télérama, etc. Elle n'était pas du tout branchée populaire. Et donc elle ne comprenait pas vraiment. Et puis finalement, en fait, on fait toujours, je le dis dans mon livre, on fait toujours quelque chose pour épater les autres. Sa femme, sa famille, ses parents. Donc j'ai toujours voulu, même s'ils ne sont plus là, leur montrer que même si je n'avais pas fait l'ENA comme mon frère... Comme Jean Drucker, oui. Il a fait l'ENA, moi je n'ai pas fait l'ENA, j'ai fait l'INA. Et ma culture, c'est la culture de l'image. Et donc, je me suis habitué à ça. Il n'empêche que j'ai toujours un grand stress avant. Oui. Mais alors, justement... Avant de vous rencontrer aujourd'hui, Florence, ça fait déjà plusieurs jours que j'y pense. Oui, moi, c'est exactement la même chose. Stress. Oui. J'ai le stress est permanent. C'est Aznavour, qui était mon voisin en Provence, qui me disait toujours, Michel, si vous voulez essayer de durer, soyez aussi inquiet quand ça marche que quand ça ne marche pas. Donc, il faut toujours être inquiet. Et pour gagner en sérénité, oui. à quoi avez-vous dû renoncer? À tout ce qui fait les plaisirs de la vie, sans doute. C'est-à-dire que j'ai renoncé aux soirées, j'ai renoncé à l'alcool, j'ai renoncé à la cigarette, j'ai renoncé à plein de choses qui sont des choses... J'ai renoncé à la bouffe, parce que je ne suis pas un vrai gastronome. J'ai voulu mener un parcours de sportif de haut niveau, avec les contraintes que ça représente, les disciplines que ça représente. Alors, moi, il y a une chose... Mais j'ai sans doute raté beaucoup de choses. C'est les phrases de Johnny. Je dis ça sur scène. Dans mon dernier spectacle, Johnny me disait, mais comment t'as fait? Parce que Johnny, quand on termine l'émission, on se démaquille dans la loge. Et il me dit toujours, comment ça se fait? On a le même âge, on n'a pas la même tête. Moi, je dis, écoute, Johnny, comment ça se fait? On n'a pas tout à fait la même tête. Moi, je dis, Johnny, je bois pas, je fume pas, je sors pas le soir. J'ai la même femme depuis plus de 50 ans, qui était sa copine quand ils avaient 18 ans. Ils se connaissaient très très bien. Je bois pas, je fume pas, je fais très attention, je me couche tôt, etc. Et il marquait toujours un temps d'arrêt, il disait « Quelle vie de con !» Alors c'est une vie de con que j'ai depuis des années, mais qui me convient très bien. Et c'est vrai que c'est pas très drôle de vivre avec moi. Oui, c'est ce que vous racontez. Mais non, moi je bosse tout le temps. Vous ne mangez presque que des endives au jambon, toujours? Oui, là en ce moment, je mange des betteraves et des lentilles. On peut tout savoir. Voilà, je bois de l'eau, enfin, c'est la joie. Mais Michel, soyez sincère. Dites-moi ce que vous avez préféré dans la vie. C'est être aimé ou aimer? Les deux. Mais pour être aimé, il faut aimer. J'ai sans doute toujours voulu qu'on m'aime. Et les gens l'ont sans doute senti. Mais ils ont aussi senti, je pense, que je les ai aimés tout de suite. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez narcissique être aimé. Oui. Oui. Mais alors justement, d'où vient ce besoin que vous avez eu d'être aimé, de rechercher l'amour des autres? D'où ça vient? Parce que c'est la chanson de Ferrat, nul ne guérit de son enfance. Parce que j'ai pas eu une adolescence très très heureuse. On y reviendra. On va en parler. Voilà, j'ai commencé à être heureux quand j'avais 18 ans et que je suis parti au service militaire. Là, j'étais heureux. Quand j'ai quitté ce ciel gris de Basse-Normandie, je me suis beaucoup ennuyé en attendant de pouvoir être détendu, car j'étais pas détendu du tout. C'est un grand anxieux. Je suis un grand anxieux, mais il faut savoir, vous le savez, que je viens d'Europe centrale. Je viens de l'Empire austro-hongrois. Oui, je sais. Avec des parents, ma mère était roumaine, papa venait de Bukovine, ancienne Roumanie, devenue l'Ukraine.
Je suis un slave, et les slaves ne sont pas des gens calmes. Mon frère Jean, qui n'est plus là, qui me manque tellement, il est mort d'une crise cardiaque après des suites d'asthme, d'une crise oui, d'asthme. après une crise d'asthme, qui est une maladie psychosomatique. C'est-à-dire, j'ai vécu dans un univers très anxiogène, parce que mon père était un peu timbré. Oui, on va en parler. Bon, pas un peu timbré, un peu caractériel. Bernard Grasset, Oui. l'éditeur, il a dit « La réussite n'est souvent qu'une revanche sur le bonheur La réussite, une revanche sur le bonheur. ». Oui. La réussite n'est souvent qu'une revanche sur le bonheur. Oui, dans mon cas, c'était plutôt pour le malheur. Moi, j'ai pas été heureux jusqu'à l'âge de 17 ans, et j'ai encore les séquelles. On a toujours les séquelles des stress de l'enfance. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Depuis que j'ai été gravement malade et j'ai failli claquer à l'hôpital il y a 2-3 ans. C'était en 2023. Voilà, où j'ai eu 2 opérations très graves à cœur ouvert avec le pronostic vital engagé. C'est vrai que je ne vois plus la vie de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour qui passe, c'est du bonus. Voilà. C'est un cadeau de la vie. Une journée où j'ai été heureux, c'est bien. Et pourvu que ça continue demain. Oui, parce que dans votre livre, vous dites « Il ne faut jamais manquer de remercier la chance Oui. ». Comment vous la remerciez, la chance? C'est le soir avant de vous dormir? C'est par une sorte de prière? Par un geste? C'est... Quand je regarde cette couverture-là, Oui. et que je vois les deux Drucker, l'un à Oui. 30 ans, l'autre en a déjà 75, je me dis vraiment, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Mais la chance, c'est quoi la chance? Et le hasard. Hein. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est que la chance, il faut aussi la saisir quand elle passe. Et dans nos métiers, Oui. c'est ce que j'avais dit. Zitron de mon maître, j'ai racontez-moi comment faire pour faire une longue carrière. Il me dit, est-ce que vous êtes capable de ne pas prendre de vacances pendant 20 ans? Vous êtes capable de ne penser qu'à ça, qu'à ça. Vous êtes capable de ne pas sortir le soir, capable de surveiller votre voix, d'avoir une vie calme, de travailler tout le temps, et jour et nuit, que ce soit le 14 juillet, à la Pentecôte ou à Noël. Vous avez peut-être une chance qu'elle passe et vous serez là. Parce que quand la chance passe, ma première apparition à la télévision, c'est une chance incroyable. Oui. Je fais mon service militaire dans un quartier que j'habite toujours, 65 ans après, boulevard de la Tour-Maubourg, à côté des Invalides. Et la rue Cognac-G, si vous connaissez un petit peu le 7e arrondissement, c'est à 200-300 mètres. Et je vais poster le courrier du colonel, je suis dans l'armée de l'air, et je vais poster le courrier du colonel, pas loin, c'était rue Claire, et je passe rue Cognac-G, tous les jours, avec le courrier, je suis encore en bidasse, en tenue bleue de l'armée de l'air. Et là, je sens que c'est le quartier de la télé. Je rentre dans un café, Café Lafont, je vois tout le monde, l'équipe de 5 colonnes à une. Je vois Guy Luc, je vois Thierry Roland, les grandes stars de l'époque. Dumaillet, Desgros, ceux qui font 5 colonnes à la une, ceux de ma génération savent ce que c'est. Et j'ai dit, mais je croise les speakerines. Et j'ai dit, mais il faut que je reste dans ce quartier. Première chance, je rencontre des gens qui sont tous dans le même café. Toute l'histoire de la télé est là. Je passe devant le 14 rue Cognac-G, c'est la télé là. Et je vais rentrer 6 mois après, au 15 rue Cognac-G, l'époque des pionniers. Et j'y habite toujours. Et c'est une chance incroyable, mais je la remercie en habitant toujours dans le quartier où j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être là quand il fallait, dans le quartier qu'il fallait. J'ai eu la chance d'habiter à pied 10 minutes d'RTL, je voulais faire de la radio rue Bayard, à 10 minutes d'Europe 1 rue François 1er. Et j'ai eu cette chance-là, mais j'ai senti qu'il fallait être là. J'ai eu l'intuition. Et puis j'ai eu la chance également de rencontrer des gens qui comptent. Bien sûr. Si je vous demande vous évoquiez tout à l'heure le malheur, vous avez dit que vous avez eu une enfance malheureuse. Mais là, si je vous demande de fermer les yeux et de penser au moment heureux, au moment de bonheur, quelle image vous revient? Est-ce que vous sentez aussi des parfums, des odeurs? Fermez les yeux, prenez quelques secondes. Je ferme les yeux. Quand je ferme les yeux, je sens l'odeur des fermes de mon enfance,
où mon père allait faire des accouchements en pleine nuit. Il n'y avait pas de GPS dans les années 50 dans le bocage normand. Mais quand je ferme les yeux, je pense à ma première apparition à la télé. Et je pense à ma prochaine. Et je pense à qu'est-ce que tu vas faire si ça s'arrête. Ouais. C'est la fin de mon livre. Ouais. Parce que ma grande angoisse, c'est comment on fait une fin. Parce que dans nos métiers, se faire connaître, c'est déjà compliqué. Au début, on se faisait connaître, on faisait des commentaires off en cabine. On ne nous voyait pas. C'était là. Nous allons maintenant voir des images du Tour des 5 Nations, Michel Drucker. Et là, je commentais. Et je disais, bon, déjà, on a cité mon nom. Et après, je me disais, mais comment faire pour qu'il me cite 2 fois? Alors, quand j'étais en duplex pour quelques secondes, j'imaginais, j'inventais qu'il y ait une panne de son. Oui, Michel Drucker, vous nous entendez, Michel Drucker? 3 fois. Ah, on a enfin le retour. Et à la fin, donc j'étais cité 4 fois. Je dis, tiens, on commence à connaître mon nom. Mais après, il faut mettre le bon visage sur le nom. Et puis après, il faut durer. Ouais. Non, c'est une vraie construction, c'est une vraie gamberge. Hein. Mais pour répondre... à la question sur le bonheur, sur ces images qui reviennent... Le bonheur, c'est ma famille. Le plus grand bonheur, ça a été mon frère, qui n'est plus là, Jean, qui me manque terriblement. Le bonheur, c'est Léa Drucker, voilà, qui a déjà eu un César et qui est en compétition encore pour les prochains César. Ça, c'est le bonheur, c'est Stéphanie, qui avait 5 ans, ma fille, qui en a 60 maintenant, et que je considère comme ma fille. Et puis le bonheur, c'est aussi, je le dis à la fin, objectivement, c'est ma rencontre avec ma femme. Oui. Mais alors, il a quel goût, ce bonheur? Il a un goût paisible, un goût nostalgique, un goût fragile? Pas de nostalgie. J'ai peur que ça s'arrête. Ça, on a bien compris. J'ai peur que ça s'arrête, et quand j'étais malade, j'ai pensé que c'était fini. Je vais vous interroger un peu plus tard. Sur la célébrité, finalement, est-ce qu'elle a été ou pas source de bonheur? D'interrogation. Parce que c'est pas normal quand on a 22 ou 23 ans que soit connu par 4 ou 5 millions de gens. Maintenant, depuis des années, c'est un rapport quotidien avec les gens. On m'appelle Michel, on me parle de mon chien, on me demande comment ça va, et j'ai un rapport très direct avec les gens. Mais la célébrité, il faut s'en méfier. C'est un danger. C'est d'une fausse célébrité à la télévision. Parce que quand on est célèbre, et toutes les générations que j'ai connues, y compris maintenant, il y a un moment donné, si on ne fait pas attention, on prend le melon. On prend le melon parce que on vous dit bonjour, vous avez l'impression que vous êtes très connu. Quand vous êtes célèbre, on vous envoie des places pour aller dans une première au théâtre, au cinéma, et vous êtes dans les premiers rangs. Quand la célébrité commence à diminuer, vous êtes derrière, et puis un jour, vous ne recevez plus les places. Donc le bonheur, j'ai jamais été dupe de tout ça. Je crois que je ne sais pas si c'est une qualité, mais j'ai aussi une maladie. Je suis tellement lucide que j'ai tendance à imaginer que tout ça sert, et que tout ça, c'est du vent. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous aviez besoin vraiment de vous retrouver, de faire le silence? C'est une bonne question. J'y arrive maintenant, parce que je découvre maintenant un exercice que je ne connaissais pas, c'est marcher. Et marcher seul, c'est bon pour le cœur. Donc je marche beaucoup, et je découvre cette forme de solitude. Oui, et c'est vrai que je ne suis jamais seul. Alors, avec qui êtes-vous quand vous marchez? Avec ma chienne. Oui. Et avec Isia. Oui. Avec Isia, qui est une chienne extraordinaire, qui sait tout de moi, je sais tout d'elle. Un regard, on s'est compris. Mais qui vous accompagne dans la tête, dans l'esprit? Beaucoup mon frère Jean. C'est la personne qui me manque le plus. Oui. Mais est-ce qu'il vous est déjà aussi arrivé de ressentir que vous étiez porté par quelque chose de plus grand, une force mystérieuse qui vous dépasse, qui vous guide? Il y a une vraie interrogation que je me suis posée justement quand le pronostic vital était engagé. Je me disais, voilà, c'est fini, je vais passer de l'autre côté. Mais je me pose de plus en plus de questions
parce que j'ai gardé ce stress de l'enfance, ce stress de l'autodidacte, et je suis vraiment jamais paisible, car j'ai toujours eu peur d'être pris en flagrant d'inculture, ou de méconnaissance, ou de ne pas connaître mon sujet. Ce qui fait que lorsque je suis dans mon métier, j'ai besoin de tout savoir. Non, mais quand vous parliez de ces moments difficiles sur le plan, du point de vue de la santé, à quoi vous vous raccrochez à ce moment-là? Quand vous avez dit il y a quelques secondes, je sentais peut-être que j'allais passer de l'autre côté. Mais comment on se raccroche à l'espoir? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Alors, moi, je ne suis pas très croyant. Hein. Voilà, je suis plutôt agnostique. Enfin, je pense qu'il n'y a rien après. Eh bien, bizarrement, quand j'ai failli y passer, je me suis surpris à être croyant. Et en disant, mais c'est pas grave. Tu vas retrouver Aznavour, Johnny, tes parents, ton frère Jean. Tu vas retrouver... À croire à la vie après la mort. Oui, exactement. Tu vas retrouver Aznavour, tu vas retrouver Dassin, tu vas retrouver Barbara, et tu vas faire une grande émission. Voilà, c'est-à-dire que j'aimerais les retrouver. J'aimerais les retrouver parce qu'ils me manquent beaucoup, tous. La liste est impressionnante. Moi, quand quelqu'un disparaît maintenant, je sais que mon téléphone va sonner toute la journée, que je suis les pompes funèbres de service, parce que comme je suis le plus ancien, je suis pratiquement un des rares à les avoir connus, car j'ai connu tout le monde à mon âge. Et il y a très peu de gens de ma génération. Moi, j'ai 83 ans, Duhamel, Alain Duhamel en a 86, Hugo Frey, Lynn Renault, et Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, on est les derniers carrés qui ont passé les 80 ans et qui sont encore là. C'est en même temps une fierté et une angoisse. L'angoisse d'être un has-been, l'angoisse de ne plus être montrable. Et moi, régulièrement, je demande à Nelly Pierdet, qui est ma maquilleuse depuis toujours et qui maquillait Mitterrand, donc on s'est connus il y a 66 ans. Je lui dis toujours, tu me dis la vérité, tu me dis la vérité. J'ai une sale gueule ou pas? Tu me le dis. J'ai toujours l'angoisse de faire le combat de trop et de ne pas me rendre compte que je suis un has-been. Parce que c'est ça, Et puis, combien de fois j'ai eu envie de partir de ce métier, poussé par ma femme, qui se demande combien de temps je vais aller. Est-ce que tu vas arriver sur ton canapé rouge avec un déambulateur? Du coup, tu vas pas. C'est Johnny qui m'a dit une chose très juste un jour. Je parle souvent de Johnny, car c'est probablement un des hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés. Il a une intelligence animale. Il m'a dit un jour, il faut quand même ne pas être trop âgé, pardon. Il ne faut pas être trop âgé pour faire une émission de divertissement, car il ne faudrait pas que tu aies l'âge des grands-parents des chanteurs. Ouais. C'est pas con, hein. Et à un moment donné, présenter le hit parade aujourd'hui, je sais pas comment je ferais, ridicule. Un jeu, je sais pas. Moi, je suis l'homme des talk-shows parce que je suis arrivé à un âge où je peux parler de beaucoup de choses avec tous les gens que je connais bien. Mais c'est très bizarre parce que j'ai un rapport avec la religion qui est très simple. Je ne suis pas du tout religieux. Et pourtant... Votre maman aurait aimé que vous fassiez Shabbat, non? Oui, et très souvent. J'ai fait Shabbat pour la première fois. C'est Borel qui m'a dit, écoute, viens quand même. Donc, il est très Shabbat, Patrick. Donc, je suis allé. Et d'abord, je me souviens, une fois, je suis allé à la bar Bisva du fils d'Arthur. Je suis arrivé. Et une kippa, j'ai dit, est-ce qu'il y a plusieurs tailles pour la kippa? Je dis, non, un kippa, c'est une taille. Et je suis allé donc faire Shabbat. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on mange dans Shabbat, hein? Une prière, un plat très lourd. Une prière, je suis sorti de là on avait 2 kilos en plus, quoi. Mais, et pourtant, mon père s'appelait Abraham, quand même. Oui. Hein, j'ai un rapport, quand même, qui est un rapport particulier avec Israël et avec cette diaspora, quand même. Je suis vraiment un vrai Ashkénaze au sens angoissé du terme. Et mélancolique. Et mélancolique. Oui. Et mélancolique, c'est vrai. C'est vrai, tous mes copains séfarades, c'est plutôt couscous, boulette et Enrico. Oui. Et les gens d'Europe centrale sont mélancoliques. Nous, c'est Nuit et brouillard. C'est la chanson de Ferrat. Vous avez été, puisque vous avez été victime d'antisémitisme. Enfin, vous racontez une anecdote. Enfin,
qui vous est arrivé? Un jour, on vous a tagué une étoile jaune sur votre voiture? Oui, c'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais j'ai pas été... Ouais, non, pas plus que ça. moi, je n'ai jamais souffert, moi, d'antisémitisme. Et à chaque fois, comme on dit, quand les Français sont antisémites, en Provence, on me dit, tu sais, je vais quitter la Provence parce qu'il y a un antisémite. Non, il n'y a pas un antisémite derrière chaque platane. Il y a des gens qui le sont, probablement, il y a des cons partout. C'est ce qu'a chanté Brassens. Hein. Mais je dirais pas ça. Il y a eu beaucoup de justes. Il y a beaucoup de gens en France qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. C'est très important de le savoir. Et à chaque fois, je réponds, mais le Français préféré des Français s'appelle Goldman. Oui. C'est Jean Goldman. Oui, oui. Mais les actes antisémites sont en augmentation quand même. Oui, j'ai vu ça. Oui. Et c'est très, très angoissant. Mais pour autant, la France n'est pas un pays antisémite. Non, je ne peux pas dire ça. Et j'essaie d'être objectif. J'ai pas, ce que je dis, d'indignation sélective. Moi, la Shoah, c'est une abomination. Mais je ne peux pas rester insensible aux images de Gaza bombardées tous les jours. Et le génocide arménien me bouleverse autant. Voilà. Il y a eu aussi des tragédies dans le monde entier qui me bouleversent. La Shoah étant une horreur absolue. Mais voilà. Par exemple, non, ce qui me fait peur, c'est que c'est Internet et c'est les réseaux sociaux. Parce que si les réseaux sociaux avaient existé sous l'occupation, oui. Bonjour le dégât. Et en même temps, les réseaux sociaux, c'est grâce aussi au portable et à tout ça qu'on a vu la révolution des jeunes Israéliens et tous ceux qui souffrent. Heureusement qu'il y a eu ça. Mais je me méfie parce que il y a des délateurs partout. Il y a des envieux, des jaloux partout. Mais je me pose souvent la question. On est dans un moment critique, là, de l'histoire, pour la France? Oui, c'est un moment, c'est un tournant. Mais la France, j'ai beaucoup de copains qui ont quitté la France et qui veulent quitter la France pour aller vivre en Israël parce que le climat est devenu insupportable. Moi, au quotidien, je n'ai jamais perçu ça. Mais quand je vois les images effrayantes d'un antisémitisme évident, mais violent, évidemment, ça me bouleverse. Ça me bouleverse, mais je me pose encore beaucoup de questions. Voilà. Mais c'est très particulier. Moi, mon père s'appelait Abraham. Bon. Et il a été en captivité à Compiègne et à Drancy. Oui. Et de tristes mémoires. En 1942, il a été arrêté. Dénoncé dans une petite ville de Basse-Normandie où j'ai grandi. Eh bien, il a été envoyé à Compiègne, d'où les premiers wagons plombés sur Auschwitz sont partis. Ensuite, il était médecin à Drancy. Bon. Et en plus, il s'en est sorti miraculeusement pour une raison très simple. C'est qu'il parlait allemand. Oui, il était germanophone et les nazis avaient peur des virus. On va y revenir, Michel, c'est dans la partie noir sur blanc. D'accord. Attendez, donc je voudrais quand même, là on va conclure cette première partie blanc sur noir, mais est-ce que vous vous êtes interrogé, enfin en tous les cas moi je me suis interrogé pour vous, dans une vie antérieure, Oui. Qui auriez-vous été? Dans une vie antérieure. Oui. Médecin. Médecin? Oui. Comme votre père? Comme mon père. Oui. J'aurais été médecin. J'aurais été médecin et c'est mon grand regret puisque je voulais être médecin. Mais alors, médecin, pas un médecin mondain. Hein. Non, un vrai médecin. Un vrai médecin, comme il n'y en a plus. Les déserts médicaux, on en parle beaucoup. Dans les régions. Le vrai médecin qui va voir les gens et qui les soigne autant par la parole que par les médicaments. Oui. Alors, voilà, ce que vous dites nous conduit à l'interview noir sur blanc pour explorer, enfin, on a déjà effleuré cette part d'ombre en vous avec le malheur, avec cette enfance douloureuse. Est-ce qu'il vous arrive de sentir la présence de votre père, Abraham Drucker? Beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire, comment vous la ressentez? J'ai toujours l'impression qu'il est là et qui me dit
peut faire mieux. La présence de ma mère qui me disait, quand je présentais Champs-Élysées le samedi soir, qui me disait « Tu fais quoi dans la semaine ?» Je dis « Pourquoi ne mais tu ne travailles que le samedi, donc c'est un tiers-temps. » Ouais. Ma mère ne comprenait pas ce métier. J'ai un frère qui a fait l'ENA, qui a été un grand patron de télé, qui a lancé M6. J'ai un jeune frère, le père de Léa Drucker, interne des hôpitaux, grand chercheur, conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington, qui participe qui a été dans l'équipe qui a découvert le vaccin contre l'hépatite B. Et moi, au milieu de tout ça. Donc, je pense encore à mon père, effectivement, parce que mon père continue de loin à me terroriser en disant « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Alors, dans le livre, vous faites cette déclaration, vous dites « J'ai mis mon père sur un piédestal pendant des années, Oui. et avec le recul, je m'aperçois qu'il n'était pas un homme aussi exemplaire que ça. » C'est vrai. Ça fait mal. Oui. Pourquoi c'était pas un homme aussi exemplaire que mon ça? Père, c'était un père pas patient du tout. C'était un mari Difficile. compliqué. Et il ne pensait qu'à une chose, c'est malade. Grand médecin, mais séducteur, très grand séducteur. Ma maman en a beaucoup souffert. Et je me dis que mon père, à 65 ans, a quitté ma maman après 50 ans de mariage pour une jeune fille de 18 ans. Ça, vous le dites pas dans le livre. Non, mais je vous le dis à vous. Merci. Je le dis à Florence Belkacem. Merci. Et donc, dans la Normandie des années 50, le médecin, le docteur Drucker, à 65 ans, il les faisait pas les 65 ans, hein, et qui se barre avec une jeunette. Wow. Donc, avec le recul, Oui. je me dis quand même, qu'est-ce que maman a encaissé? Donc, avec le recul, je lui trouve beaucoup moins de qualité qu'il avait, mais ça reste mon père. Et c'était un père quand même magnifique parce que il nous a communiqué cette hargne et cette envie de réussir. Oui. Et je pense encore à lui, hein, et mon frère Jean. Si vous rentrez dans ma loge à la télévision, dans mon bureau, il y a un énorme portrait de mon frère Jean avec une caméra M6. C'est lui qui a lancé M6 avec Nicolas Taverneau. Et mon frère reste mon modèle. Mais Michel, je voudrais juste qu'on conclue sur votre père. Est-ce que finalement, il a toujours porté la culpabilité d'être revenu sain et sauf du camp de Drancy? Oui, de Compiègne, oui. Et vous en avez parlé avec lui de cette culpabilité qui faisait peut-être peser sur la famille? Non, mais je le savais. Il est rentré démoli de 30 mois entre Drancy et Compiègne. Il est rentré démoli. Vous savez, ceux qui étaient dans les camps, j'en ai parlé à Simone Veil souvent, ça. Ceux qui s'en sont sortis. Mais pourquoi ton père s'en est sorti et le mien n'est pas sorti? Comment c'est qu'il est revenu? C'est suspect. Simone Veil me l'a dit. Si vous revenez, comment ça se fait que vous êtes revenu? Qu'on soit revenu ou pas revenu, il y avait toujours une espèce de hargne et d'injustice en disant, voilà, tous ceux qui ne sont pas partis, comment ils se sont démerdés pour partir, comment ça se fait qu'ils sont passés à travers la rafle. Voilà. Et il y a eu ceux qui ont eu de la chance, il y a ceux qui ont été sauvés par des justes. Mais c'est vrai que mon père a sans doute beaucoup culpabilisé d'en être sorti parce qu'il était médecin, parce qu'il parlait allemand, qu'ils l'ont épargné, qu'ils avaient besoin de lui. Mais c'est vrai que entre ça et Collabo, la frontière est tenue. Hein. Donc mon père culpabilisé d'en être sorti. D'en être sorti. Donc il a été, parce que vous dites dans le livre, il était colérique, il était... Il était très caractériel, et ça vient de là-bas. Mais ce que vous lui reprochez aussi, ce que vous lui en voulez d'être parti avec cette jeunette, d'avoir quitté votre maman. Non, c'est pas que je suis pas... Non, parce que ça peut arriver à tout le monde. Non, c'est avec le recul, je sais que maman a été très malheureuse. Voilà, même si elle le montrait pas. Et c'est vrai que vivre avec mon père, c'était
C'est pas simple. Mais est-ce que c'est aussi la dureté de votre père? Puisque vous voyez, quand vous sentez sa présence, il n'était jamais content de vous, visiblement. Jamais. Est-ce que c'est cette dureté, peut-être, qui vous a empêché d'avoir votre propre enfant? De faire un enfant? Non, alors si j'ai pas été papa, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand j'ai connu Dany, elle avait une petite fille de 5 ans, qui est ma fille, et qui a maintenant 60 ans, Stéphanie Jarre, Ouais. que j'aime profondément et qui est une vraie merveille, qui est biologiquement la demi-sœur de Jean-Michel Jarre et la fille de Maurice Jarre, césarisée, oscarisée plusieurs fois pour les films de David Lean. Mais je sais que Dany garde un souvenir terrible de la naissance de Stéphanie, qui est née à 5 mois et une semaine. Donc c'est plus que prématuré. Ça, c'est. D'accord. Ça, elle est restée 3 mois. Elle est américaine, elle est à Los Angeles. Et pendant 3 mois, sa mère venait tous les jours à l'hôpital pour voir si elle allait vivre. Donc c'était terrible. Et on lui a dit, voilà, si vous avez un deuxième enfant, ça va être compliqué. Et moi, quand j'ai connu Dany, j'étais encore très très jeune. Et je ne pensais qu'à une chose, réussir mon métier. Le travail. Ce qui fait que j'aurais été pas un père très présent. Voilà, c'est-à-dire que c'était... Voilà. Mais est-ce que quand on fait notre métier, on est un père ou une mère présente? Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment font, moi, mes confrères et mes consoeurs qui ont des enfants, donc mariés, et qui font une quotidienne à la télévision ou à la radio, qui se lèvent le matin tôt quand ils font une matinale. Je ne sais pas comment ils font pour à la fois être le chef de famille, réussir leur carrière, dormir, être heureux. Voilà. C'est un métier d'égoïste, finalement, le nôtre. Michel, vous évoquiez tout à l'heure votre frère, Jean Drucker, qui est disparu en 2003. Plus de 20 ans après, la douleur est toujours aussi vive? Oui. Ah oui, moi, il n'y a pas un moment quand je rentre où je suis terrorisé pendant le générique, et pourtant j'en ai fait des émissions en 63 ans, je pense à lui. Je pense à lui toujours parce que j'aurais tellement aimé poursuivre ma route avec lui. On avait un projet tous les deux de s'associer. Il est mort le week-end où je l'ai lui proposé. Il avait accepté de quitter M6 et tout ça, et de faire équipe avec moi. Ah bon? Et, il était sur le point en 2003 de quitter M6? En tout cas, j'étais sur le point de le convaincre. Voilà. Pour faire quoi? Pour venir avec moi. C'est-à-dire? Pour qu'on s'associe tous les deux. L'un qui connaissait parfaitement c'était le côté... les capitaines d'industrie et l'économie de ce métier, et l'autre qui connaissait parfaitement les acteurs. Et donc, on aurait été très complémentaires. Il aurait été heureux parce que lui, il était fait pour se rapprocher des artistes. Il est sorti de l'ENA. Il a fait l'ENA pour faire plaisir à mon père. Mais en réalité, tous ceux qui ont fait l'ENA, en général, se retrouvent dans des cabinets ministériels et font de la politique. Lui, il a fait faire plaisir à mon père, mais en fait, ce qu'il voulait, lui, c'est d'aller dans la cinémathèque et d'aller voir un film chaque jour. Quelle association ça aurait été? Voilà, on aurait été, Drucker et Drucker, et notre porte aurait été ouverte et tous les créateurs pouvaient venir sans rendez-vous. Est-ce que vous entretenez un dialogue intérieur avec lui? Oui. Comment ça se passe? Vous lui parlez parfois à haute voix? Oh, c'est encore plus compliqué que ça, et plus simple. Par exemple, il y a un restaurant à Paris, je vais assez souvent, quand j'ai des gens importants que je vais rencontrer ou qui veulent me rencontrer, je vais toujours dans le même restaurant et à la table de mon frère. Parce que pendant des années, 1-2 fois par mois, on dînait ensemble, tous les deux, à la même restaurant, à la même table, en tête-à-tête, et on faisait le point. Et c'est là où j'ai compris dans les dernières années de sa vie que ce métier ne lui avait pas rendu très heureux, qu'il était anxieux, qu'il n'était pas très heureux dans sa vie, qu'il était un peu en déprime, et puis il avait de l'asthme. Le asthme, c'est vraiment le stress. Et donc, j'allais lui sauver la vie. Là, c'était le médecin Michel Drucker qui aurait travaillé, et il était sur le point de quitter ce métier. J'avais tout préparé. Il n'avait plus qu'à signer. On s'associait, Drucker et Drucker. Et on aurait été... Je pense qu'on aurait fait une équipe assez costaud parce qu'on connaissait très, très, très bien la télé. Donc, attendez, est-ce que vous lui parlez? Oui. Quand je marche. Quand vous avez failli mourir, vous l'avez appelé? Vous lui avez... Je pensais beaucoup à lui. J'ai fait un livre qui s'appelait « Rappelle-moi ». Rappelle-moi, c'est quand il est mort après. Et c'est le dernier message qu'il m'a laissé sur
sur mon téléphone, et c'était toujours comme ça. Allô? Oui, rappelle-moi. Et oui, je lui parlais 2 ou 3 fois par jour. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je l'ai épaté. Il ne me l'a pas dit à moi, mais il l'a dit à d'autres. Il a dit, il m'épate Michel, parce que quel parcours. Et puis voilà, et puis Marie Drucker est une personnalité très forte, qui est brillante aussi. Non, c'est une famille, je suis très très fier. Quand j'étais là, au bord du gouffre, j'ai pensé beaucoup à ma famille. Et voilà, je pense... mais mon frère, c'est un drame épouvantable. C'est une plaie ouverte. Ah oui, c'est épouvantable. Je peux parler de lui tous les jours. Et j'ai des souvenirs avec lui formidables. Oui. Et, est-ce que quand... il a été mon patron pendant 1 an. Ouais. Il a été nommé un jour patron de France 2. Et parfois, vous vous dites, ces gens qui me font signe, ces gens qui m'aident, ces gens qui me protègent, il a été là. Oui, complètement. Ça, c'est ce que vous en êtes convaincu? Complètement. Donc finalement, vous croyez dans la survie de l'âme? C'est Oui. pas le néant. Non, si non, gens non. vous aident, si vous avez ce ressentiment. Et puis j'aurais tellement voulu qu'il s'en sorte, lui, quoi. Donc... Vous étiez très tourmenté quand même dans cette famille. Hein. Oui, c'est une famille de timbrés chez nous. C'est une famille d'Europe centrale, une famille de Slaves. Même, Marie Drucker, ma nièce, qui est très douée, très brillante, est très tourmentée. Et bizarrement, ma femme est très inquiète également, parce qu'elle vient d'un milieu modeste. Elle était sur scène à 6-7 ans, elle tourne déjà des films avec Bourvil, avec De Funès et avec Belmondo à leur début. Et puis, elle était mariée à un grand compositeur. Stéphanie est décoratrice. Ma petite fille, maintenant, commence à être comédienne aussi. Donc, on connaît la fragilité de ce métier. En réalité, c'est pas un métier pour les anxieux que le nôtre. Hein. C'est un métier où on dort que d'un œil. Moi, la veille de mes émissions, je suis très angoissé. Je potasse comme la veille d'un oral d'examen. Et je pense à Jean. Mais Michel, est-ce qu'on n'a pas moins peur de la mort quand on a déjà perdu ceux qu'on aimait? Bien sûr que j'ai peur de la mort. Mais j'ai peur de la mort, mais si vous les retrouvez, c'est ce que je me suis dit quand j'étais le pronostic vital était engagé, et que, vous savez, il y avait 2 infirmières magnifiques qui étaient antillaises. Les infirmières sont extraordinaires. Il faut voir un peu comment elles s'occupent. Ça, c'était en 2023. Oui. Hein. Oui. Mais je les ai vues 2 fois, car j'y suis retourné 2 fois, puisque j'ai été réopéré. Et je savais, en les entendant parler, que j'allais pas bien, parce que si vous avez été la nuit à l'hôpital, la nuit, on vous réveille tout le temps. Quand vous êtes malade, la porte s'ouvre, pleine lumière, vous êtes dans le coltard, prise de tension, température, prise de tension, température. Et elles parlent, on les entend parler. Et un jour, en pleine nuit, je continue je m'étais fait appeler Monsieur Diocard, qui était un pseudo. Voilà. C'était l'inverse de cardio. Alors je dis, tiens, Monsieur Diocard. Alors que personne n'était dupe, hein, parce que quand je faisais un IRM, ou je faisais un examen, j'entendais toujours, Monsieur Diocard, elles étaient drôlement bien roulées, les Claudettes. On disait, Monsieur Diocard, Gainsbourg et Whitney Houston, il a fait faim. Allez, donc, ils savaient qui j'étais. Mais, de temps en temps, je les entendais parler la nuit. Et un jour, j'ai entendu une infirmière dire, dis donc, Monsieur Diocard, j'ai vu, il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour longtemps. Oui, bon, je me suis endormi. Quand je suis revenu 1 an après, quand j'avais eu une récidive d'une valve, où là, c'était vraiment très, très... vraiment à une extrémité, parce que 2 opérations à cœur ouvert en 2 ans, c'est rarissime. Et là, j'ai dit, oh. Alors, je les entendais parler, et je sentais que on n'osait pas me dire que... À un moment donné, je crois que j'ai senti... Je crois que c'est pour bientôt. Hein, c'est une question de quelques heures. Oh là. Et là, j'ai ouvert un œil, j'ai dit... Non. Non. Vous verrez. On s'est revus plus tard, elle m'a dit, vous êtes costaud. Hein, parce que vous étiez... Non, mais c'est vrai que...
Michel le magnifique. Quand on est aux portes de la mort, Mm. On se découvre des ressources. Oui, des ressources assez incroyables, et on retrouve quand même quelque chose. On veut pas y aller, quoi. Donc c'est Groucho Marx qui disait moi, le jour où la mort frappe à ma porte, j'ouvre pas. Et c'est vrai que je tournais ça en dérision. Je disais non, pas moi, tout ça. Je m'étais déjà sorti la première fois, et j'étais persuadé que j'allais m'en sortir. Ouais. Car j'ai un mental très très fort. Donc, ce qu'on peut dire aux gens, c'est que le mental, ça marche. Quand on est, quand parfois on croit que ses jours sont comptés, et il suffit aussi de s'auto-persuader qu'on peut s'en sortir. Oui, absolument. Il faut avoir un mental très très fort. Et ce mental m'a beaucoup servi dans mon job. Mais peut-être que Parce vous que êtes ça ne se voit protégé pas du aussi, tout. Michel. Quand Quelqu'un on- vous protège peut-être aussi. Il y a Peut-être. peut-être une étoile qui vous protège. C'est peut-être une Un étoile. ancêtre. Oui, étoile de David. Et- Mais cela dit, quand on entend ça, on ne peut pas le croire, parce que quand on me voit le dimanche, on ne peut pas imaginer que je suis la définition même du stress. J'ai une impression d'être très calme, alors qu'en réalité, une heure avant, je suis un grand stress. Mais un stress inimaginable. Je fais de la tachycardie, des extrasystoles, comme l'on dit, parce que tout ce qui touche au cœur, maintenant, m'est pas inconnu. Et une fois que l'émission est passée, ça y est. Et pourtant, vous vous dites pas, Michel, tu n'as plus rien à prouver. Ah si. Si? Ah oui. Encore? Ah oui, oui. Aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, j'ai approuvé que je peux faire de la télé jusqu'à 100 ans. C'était le rêve d'Aznavour. Et puis, cela dit, tous les 2 ans, je me dis, ça y est, maintenant, je ne vais pas devenir has-been, je ne vais pas devenir un animateur démodé, je ne vais pas continuer à faire, non, à faire parce que l'intermédiaire, faire de la promo, que ça, j'en ai fait le tour, non. Et je me dis, non, je vais encore trouver la ressource d'interviewer différemment quelqu'un que j'ai déjà interviewé 50 fois en 60 ans. Et puis, de temps en temps, je me dis, voilà, je vais arrêter. Et au moment où je me dis, je vais arrêter, je l'ai dit déjà 1 ou 2 fois, il n'y a pas tellement longtemps à mes patrons. Oui. On m'a dit, voilà, quand t'es pas sur moi, il dit, non, reposez-vous. Et j'ai découvert une chose grâce à mon frère. Il ne faut jamais prendre une décision définitive, radicale, dans sa vie privée ou sa vie professionnelle, quand on est fatigué. Jamais. Jamais sur un coup de tête. Parce que dès qu'on se repose, on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et finalement, je suis arrivé à la conclusion que lorsqu'on a une passion, on ne peut pas s'en guérir comme ça. Mon père a fait un accouchement, il pesait 50 kilos, il avait un cancer du foie, il a fait encore un accouchement 4 jours avant dans une ferme au fin fond du Bocage normand. Et moi, c'est la chanson de Dalida. J'étais là quand elle l'a enregistrée. Mourir sur scène. Moi, je veux bien mourir à la télé, peut-être pas devant les caméras, mais une fois que l'émission est terminée. Comme Molière qui s'est éteint après avoir Ouais, joué. voilà. Ouais. Et puis si on me dit en plus, tu sais, ça a bien marché. Alors, bon, très bien. Moi, je veux terminer en donnant satisfaction à la ménagère de moins de 50 ans, devenue la responsable des achats. Et est-ce que vous pourriez dire, aujourd'hui, je me sens bien plus libre, Oui. je suis capable de dire tout haut ce que j'ai pensé tout bas? Alors j'y viens peu à peu. J'y viens Parce peu que à peu. vous avez fait attention quand même beaucoup à votre image. Bien sûr. N'est-ce pas? Puisque vous aviez Mais cette non, image. même pas à mon image, c'est-à-dire Oui. que c'est pas ma nature. À chaque fois que j'ai voulu être, je me dis, oh, Ardisson, comment il fait, Fogiel, comment il fait, comment ils font pour ça. Et c'est pas mon truc. Le nombre de bouquets de fleurs que j'ai envoyés à des gens parce que j'avais émis peut-être une réserve, parce que j'ai pas été élevé. Et c'est pas ma nature. C'est pas ma nature, mais j'en pense pas moins. Alors c'est pas d'hypocrisie. Oui. Mais j'ai choisi une autre manière, c'est la dérision et l'autodérision. Je suis capable de dire à quelqu'un, alors, t'as toujours la grosse tête, t'as toujours le melon. Ben, moi, j'ai quand même passé des années avec Laurent Gérard, avec Canteloup, avec des humoristes, avec des gens très drôles, et ça continue. 3 générations d'humoristes, et ça, j'ai appris ça. Y compris pour moi. C'est-à-dire, la dérision n'a pas d'intérêt si on ne connaît pas l'autodérision. Et ce qui m'intrigue, c'est que, Florence, vous connaissez ce métier. Oui, Tous les humoristes n'aiment pas qu'on se moque d'eux. c'est vrai, Ils n'aiment pas qu'on en ait. c'est vrai. Jamais. Oui.
Bedos, si je me moquais de Bedos, non, Bedos n'avait pas d'humour. Il les prenait mal, alors que le fonds de commerce, c'est ça. Mais l'arroseur arrosé, non. C'est étrange, hein. Michel, puisqu'on a évoqué votre famille, est-ce que je voudrais vous citer, parce que vous avez fait une promesse à vos parents, n'est-ce pas, de toujours voter à gauche. D'accord ? Oui. Donc je vais vous citer. Vous dites, c'est la gauche qui a fait mes parents français, donc en 1937. Ça, c'est ancré en moi. Et c'est une promesse que je leur ai faite, mais même si je ne l'avais pas faite, je l'aurais tenue. Je voterai toujours à gauche, je voterai toujours à gauche par gratitude et par reconnaissance, même si cette gauche-là n'est plus celle que l'on a aimée. Ah oui. Alors, pour une raison très simple. Oui. Bon, mes parents sont arrivés en France en 1937-38, c'est sous le Front populaire. Oui, Léon Blum. Le Léon Blum. Les congés payés. C'est à l'époque où tout le monde allait à la plage pour la première fois, pendant que le Johnny Hallyday de l'époque, qui était Charles Trenet, chantait « Il y a de la joie ». Donc, c'est cette gauche-là qui a fait mes parents français. C'est par reconnaissance. Mais alors, c'était le Front populaire qui n'est pas le Front populaire actuel. C'était autre chose. Mais j'ai toujours entendu mes parents, Guy Mollet, Mendès France, ma mère était idolâtrée François Mitterrand et on s'engueulait tout le temps. Mais c'est vrai, même si la gauche, ça ne veut plus rien dire, parce que la gauche, elle est désolante en ce moment. Non, mais vous dites, dans le livre, quand même, j'ai fait une promesse et je la tiens, et je voterai toujours à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'au municipal de mars, vous allez voter à gauche ? Est-ce qu'à la présidentielle de 2027, vous allez voter à gauche pour honorer cette promesse que vous avez faite à vos parents ? Joker. J'ai droit à un joker. Non. Vous êtes arrivé à un âge où je peux tout dire. Mais par exemple, au municipal... Bon, vous allez voter pour votre maire. Je vais voter pour Rachida Dati, qui est maire du 7e et qui est un très très bon maire. Très très bon maire. Ça, alors maintenant, pour les... À la présidentielle. À la présidentielle, je me pose vraiment beaucoup de questions. Mais si Hollande se représentait, vous aviez voté Hollande en 2012. Oui. S'il se représentait, vous seriez prêt à voter pour lui ? Il a l'expérience. Je ne vois pas qui, à gauche, aujourd'hui, peut connaître cette fonction. Il n'y a que lui, parce qu'il l'a été. Oui. Moi, je le trouve brillant, intelligent, drôle, etc. Et à droite, c'est la désolation aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui je vais voter aujourd'hui encore. Je sais pas. Objectivement. Je ne sais pas si je vais tenir ma promesse jusqu'au bout. Ah ! Votre père, vous allez ressentir la présence de votre père. Il va me passer un savon terrible. Hein ? Et ma mère aussi. Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous seriez capable de voter à droite, pour le coup. Ou ne pas voter du tout. À droite, il y a des gens que j'aime bien. J'aime beaucoup Maurice Cazeneuve. Bon. Maurice Cazeneuve, j'ai fait une grande émission avec lui, qui est membre du Parti socialiste. Bon, et puis finalement... c'est Jean-Pierre, Cazeneuve. C'est Maurice ? Maurice Cazeneuve, non. Non. Bernard, pardon. Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, qui est un homme brillant, qui était maire de Cherbourg, qui est un homme très très bien. Mais je crois que la gauche ne veut pas de lui. C'est-à-dire, ce qui va se passer une fois encore, j'ai l'impression, parce que la France, c'est ça. Moi, j'ai connu quand même la France de Gaulle jusqu'à maintenant, 8 présidents de la République, donc j'ai un peu l'expérience de ça. C'est que à gauche, il n'y a pas aujourd'hui une stature comme celle de Mitterrand, et à droite, il y a le De Gaulle de demain, il n'est pas né. C'est ça. Mais c'est très très compliqué, et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens de gauche qui s'interrogent, et ça ne veut plus rien dire. Donc, la gauche et la droite, malheureusement, ne veulent plus rien dire. Mais on fait de la politique fiction. Entre un Cazeneuve, un Bernard Cazeneuve et un François Hollande, pour qui penche votre cœur ? C'est compliqué, ça. Pour qui vous metteriez le bulletin de vote ? L'un président, l'autre Premier ministre, ils l'ont déjà été. Un ticket, oui.
Alors, mais qui serait le président? Ils sont très amis tous les deux. Et alors, qui serait le président? Non, mais dans ce cas-là, dans ce cas de ticket... Moi, je pense que les Français voteraient pour Bernard Cazeneuve. Je pense. Mais... Et vous aussi? S'il était candidat à la présidentielle, vous voteriez pour lui? Oui. Oui, sans doute, parce que c'est un homme bien. Et c'est un homme bien, et ça se voit, ça, on le sait. Il fait l'unanimité dans la classe politique. J'ai fait une grande émission, Place Beauvau, qui réunissait les gendarmes et les policiers, qui était un très très bon souvenir. Mais le problème, c'est que ils sont tous les deux très... Cazeneuve est un homme honnête, mais ça se voit en plus. Ça se voit. À ce stade, c'est la franchise, disait Henri Janson. Donc, je trouve que c'est un homme bien. Et François Hollande est honnête. François Hollande est un personnage très, 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 très drôle, d'une drôlerie, brillantissime, intelligent. On oublie qu'il a été président. Oui. Et on oublie qu'il a été président, oui. Et vous diriez qu'il a fait des bonnes choses aussi. Bien sûr, et puis il était le président des attentats, oui. Avec Valls. Oui, mais bon, ça... Non, mais il fallait tenir le choc. Il fallait tenir le choc. Quand on est président, on peut tenir le choc. Et quels attentats? Je veux dire qu'il a traversé cette période épouvantable. Ouais. Michel, vous disiez tout à l'heure, et je m'arrêterai là, sur la politique, vous disiez à droite, le De Gaulle, le nouveau De Gaulle n'est pas arrivé encore, mais un Édouard Philippe qui sera peut-être probablement candidat à la présidentielle. Vous restez à gauche? Vous penchez toujours pour Cazeneuve? Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a séduit, et je connais les deux, mais un plus que l'autre. Je connais Retailleau très bien. Retailleau, il était figurant dans les villageois du Puy du Fou quand elle avait 17 ans. Oui. Bon. Et je connais très bien, j'ai rencontré Darmanin, qui a un parcours assez incroyable. Oui. Darmanin. Gérald Darmanin. Ah, c'est quelqu'un quand même, il vient de loin. Émigré, tout ça. Donc, je suis... C'est pas pour me défiler, c'est pas parce que... C'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis comme beaucoup de Français. Je sais pas. Enfin, si, vous venez de dire... si toutefois... Je donne si ça avait lieu aujourd'hui, si Cazeneuve était dans le circuit, si ça se présentait comme ça, j'irais dans cette direction. Mais il va se passer tellement de choses dans l'année qui va venir. Ce qu'on dit aujourd'hui va être peut-être complètement démodé. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que les Français vont voter pour l'extrême droite. Hein, c'est tout. Oui. Alors que toute l'Europe l'a fait, pratiquement. Rendez-vous en mai 2027. Oui, rendez-vous en mai 2027. Michel Drucker, je vais vous soumettre ce domino et vous allez me dire, quels sont les chiffres qui vous attirent le plus. Est-ce que ce sont les chiffres pairs ou les chiffres impairs? Là, c'est 2 et 5. Et je pense que les chiffres pairs. J'aime bien les controns. Oui, les controns. Mais en fait, je ne suis pas très étonnée non plus. Je suis vierge. Oui, et donc, c'est quoi le rapport avec le... Les gens du 12 de septembre, octobre aiment les choses comme ça. Ouais. Mais, non? Oui, peut-être, oui. Mais moi, je me dis, je vois aussi en vous le cycliste confirmé, celui qui a gravi plusieurs fois le mont Ventoux. Oui, qui a failli crever en route. Et je me dis si j'ose dire. 2 roues pour trouver l'équilibre, finalement, c'est ce qui vous fascine, non? J'aime bien les controns. Ouais. Là, ça fait... J'ai passé les 60 ans de carrière. Maintenant, j'aimerais bien faire encore une dizaine. Attendez, on va faire une sorte de question-réponse. Les chiffres pairs sont souvent associés à la stabilité. Diriez-vous que la recherche de la stabilité a été un des piliers de votre vie? Oui. Oui. Et je suis toujours à la recherche de l'équilibre et de la stabilité. Encore aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Oui. Je reste encore instable. Mais cette carrière incroyablement longue, est-ce qu'elle est venue aussi d'un besoin de vous protéger de cette anxiété que vous avez évoquée? Oui, ça rassure. Ça rassure. D'être aimé, ça rassure. Oui. Alors, le chiffre pair évoque aussi le duo, le face-à-face.
Dans votre vie professionnelle, vous avez toujours recherché le dialogue ou l'affrontement? Ah, le dialogue. Et j'aime bien les duos dans mon métier. Dans ma propre... j'ai plusieurs personnes qui travaillent autour de moi. Je vous ai parlé de Nelly. Elle fait 60 ans, Nelly. C'est un duo. Nelly connaît le moindre ride. Elle m'a vu vieillir. Bon. Elle est la première témoin. Françoise Coquet, qui était mon duo pendant 60 ans. Hein, voilà. C'est ma sœur. On est nés le même jour, en plus. Et la même année. On est jumeaux. Et j'ai quelqu'un qui est Philippe Alain, qui est mon beau-frère, qui dirige ma chaîne de production. On est un duo depuis 50 ans. Il y a beaucoup de duos dans mon... Il y a beaucoup de fidélité dans votre équipe, hein, dans votre entourage. D'ailleurs, je les cite tous dans le livre. Certains sont là depuis 60 ans, d'autres depuis 50 ans, 40 ans. Enfin, c'est quelqu'un de très attaché à certaines personnes. C'est pas une grande équipe, mais c'est une équipe qui se bat pour moi, c'est un cocon, qui croit en moi et qui se coupe en quatre pour qu'on fasse de bonnes émissions et que je sois bien. Bon, vous venez de nous déclarer que vous étiez un amateur de comptes ronds, n'est-ce pas? Lorsque vous organisez un dîner, est-ce que vous veillez toujours à ce que le nombre d'invités soit un nombre pair autour de la table? Oui, ce serait bien parce que toutes les tables que j'ai chez moi sont des tables pour 8 ou 10 personnes. 8 ou 10. Et vous vous souvenez d'un dîner marquant Oui. Un dîner, oui. Un dîner marquant, c'était à Monaco. J'avais présenté avec Claudia Schiffer les World Music Awards, où on avait à présenter les plus grands vendeurs de disques de la planète. Il y avait Jackson, il y avait Prince, il y avait Whitney Houston, et il y avait Céline Dion et Iglesias. Et j'avais eu un contentieux que tout le monde connaît avec Céline Dion, pas avec Céline Dion, pardon, un contentieux avec Whitney Houston et Gainsbourg. Ah oui, bah oui. Tout le monde connaît ça. Et 6 mois après ce drame, je me retrouve à présenter Whitney Houston à Monaco. Et j'avais demandé à Claudia Schiffer, écoute, je lui ai dit, t'es gentil, tu fais le plateau jardin avec elle, et moi, je présenterai Céline Dion et Rulio, les francophones. Je ne veux pas la rencontrer, je me rendrai dedans, et tout ce qui s'est passé. Et le fameux dîner... Après, il y avait un dîner à minuit autour du prince et des princesses de Monaco, un dîner de gala pour remercier tous ces artistes, et j'étais assis à côté d'elle. Ah, et? Alors là, j'ai dit, elle est à côté de moi. Je n'ai pas changé les plans de table. Alors là, comment j'ai fait? Je n'ai pas lui tourner le dos pendant toute la soirée. Finalement, au bout de... Je raconte ça toujours avec le même plaisir. Elle se retourne vers moi et me dit, mais... I'm sure I know you. Je suis sûr que je vous connais. What's your name? Quel est votre nom? I'm sure I met you a long time ago. Je suis sûr que je vous ai rencontré. I'm sure. Alors, j'ai dit, Serge Gainsbourg. Elle éclate de rire et me dit, Gainsbourg, my worst nightmare, mon pire cauchemar. Elle a éclaté de rire. Et voilà, elle avait compris tout ça après. Et puis voilà, et puis on s'est réconciliés, car comme disait Bedos, le plus beau moment de la fâcherie, c'est la réconciliation. Oui. Et voilà, et puis on s'est réconciliés, et puis voilà, quand il y a eu ce drame après l'émission, où Gainsbourg lui avait dit des choses que tout le monde connaît, qu'il lui avait dit qu'il voulait lui offrir des fleurs. Moi, j'avais fait une traduction approximative, et j'étais allé porter des fleurs dans son hôtel Georges V, et l'homme aux clés d'or, le concierge m'avait dit en arrivant, tout l'hôtel avait regardé l'émission. On n'avait jamais vu ça, quoi. Le gars qui dit... j'ai dit, oui, Serge vous dit qu'il voudrait vous offrir des fleurs, vous êtes charmante. Et lui, il dit, non, j'ai dit que je voulais la baiser. Sortir ça à Whitney Houston, aux États-Unis, c'était pas possible, qu'il n'y a jamais de direct, sauf pendant les Oscars. C'est un truc, ça fait le tour de la planète, ça, et ça continue. Hein. Et donc, j'ai dit, non, je lui offrir des fleurs. Non, n'y allez pas. Je vous le conseille pas. Laissez ça, non, donnez-moi le numéro de sa suite. Donc, j'ai frappé à la porte, il était 1h du matin, et le room service s'est ouvert, et le room service me dit non. Elle hurlait encore, tellement, elle gueulait, elle a une colère folle avec ses agents. Et non, j'ai déposé donc les fleurs devant sa suite, et maintenant, ce que j'ai dit sur scène souvent,
Serge, si tu m'écoutes, j'espère que tu l'as enfin va faire ses fleurs. Et, elle a rejoint Serge. Voilà des gens que j'aimerais bien revoir. Bah, vous les reverrez. Moi, je les reverrai un jour. Et si Nous vous- nous verrons un jour ou l'autre, c'est la chanson d'Aznavour pour le Luron. Michel, on revient au chiffre impair. Oui. Si vous deviez choisir un chiffre impair pour vous tenir compagnie, ce serait lequel? Pour me dire compagnie, Ouais. père. 2030. 2030. Parce que pour l'instant, je me suis fixé 2030 Ça- pour me retirer. J'ose pas vous dire quel âge ça vous fera. 88? Non. C'est-à-dire 2030. 2030. Ah non, 2030. Oui, Plus de 100 ans. voilà. On est mauvais en calcul, hein, vous aussi. Hein. Voilà, et donc Ouais. 2030. J'aimerais bien être centenaire. Mais centenaire, Hugo Frey a 97 ans bientôt, il chante encore. Bon, allez, on va y croire. Oui, Aznavour me disait un jour, Michel, trouvez-moi une idée pour mes 100 ans. Ben, j'ai dit, écoute Charles, on va faire une grande émission de télé retransmise dans le monde entier. Il me dit, bon, vous en occupez. Et il voulait chanter à 100 ans. Il me dit, on fait ça où? Ben, je dis, attendez, non, pas à la Tour Eiffel, Oui. c'est trop attendu. Non, pas Versailles, non. J'ai dit, j'ai une idée. À la Concorde. On peut mettre combien de personnes? 1 million. Debout. On fait la Concorde avec l'Arc de Triomphe derrière. Il me dit, je veux avoir l'Arc de Triomphe derrière moi et on mettra la scène sur la ligne d'arrivée du Tour de France. Vous imaginez? Et régulièrement, il me parlait, Michel, parce qu'on se voyait l'été tout le temps, on était voisins. Alors, c'est prêt? Et il aurait chanté. S'il n'avait pas commis l'erreur de voyager alors que le jet lag, ça le fatiguait, Oui, tout ça, oui. il aurait pu chanter jusqu'à 100 ans. Vous imaginez, je suis un recordman, bon, déjà. Donc, si j'étais là à 100 ans, avec maintenant ce qu'on fait... Vous serez là, je suis sûre que je vous réinterviewerai encore. Oui, bien sûr, et puis voilà. Vous savez que le chiffre 8, lorsqu'on le couche, devient le symbole de l'infini. 8. Oui, le 8, si vous le couchez, vous le mettez à l'horizontale, Oui. eh bien ça devient le symbole de l'infini. Le chiffre 8, c'est donc un chiffre pair. Est-ce que votre longévité vous a donné parfois le sentiment d'être, j'allais dire immortel, intemporel? Vous avez 10 secondes pour y répondre. Oui, intemporel. On me dit toujours, j'ai grandi avec vous. C'est deux jeunes filles dans le train que j'entends parler, qui voient sur le magazine de la SNCF de Chavannes en couverture, et j'entends de 18 ans, qui allait à Marseille, on appelle de Cagole, et une qui y allait Jocelyne, t'as vu, de Chavannes. Toute notre jeunesse. Alors je leur dis, dites donc, de Chavannes, c'est votre jeunesse, et moi. À vous, c'est pas pareil, vous avez été vendu avec le poste. Ça veut dire que j'entends de plus en plus de gens qui me disent, mais Truquet, il sera toujours là dans le poste. Oui. Donc je me dis, voilà, je vais peut-être être le seul au monde. Vous allez peut-être nous, quand vous aurez rejoint comment, Johnny et tout, vous allez peut-être, nous, quand on dormira, nous renvoyer des images avec vous dans le poste, dans le petit écran. Peut-être, mais... Les Français se réveilleront, peut-être avec encore... mais Michel la passion ne fatiguant pas, je pense que avec une vraie passion, quand on a la chance que j'ai eu de la chance, et qu'on est aimé, parce que je sens que les gens m'aiment bien, après tout, j'en suis à 4e génération. Il y a ceux qui sont nés quand je commentais les matchs de Coupe du Monde en 1970, j'en ai commenté 5. Il y a les parents qui sont les années Champs-Élysées, ceux qui sont les années Rendez-vous du dimanche et maintenant Vivement Dimanche. Il y aura peut-être encore autre chose. Je me sens pas démodé, bizarrement. Mais je crois que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais démodé très tôt. Ah, vous pensez? Il faut être démodé. Il faut pas courir après les modes, parce que c'est Cocteau qui disait « J'aime pas les modes parce qu'elles meurent jeunes ». Oui, Karl Lagerfeld disait « La mode se démode ». Voilà. Il Donc faut surtout pas être à la mode. Surtout pas. Il faut...
Et pour vous représenter, pour définir au mieux votre personnalité, le chiffre impair, là, que vous choisiriez entre 2, 4, 6, 8... 7. Non, c'est un chiffre impair. Chiffre pair, pardon. Un chiffre pair. Oui, bah oui, puisque... Chiffre pair... chiffre pair... chiffre pair... Bah, le 8, c'est la longévité, non, quand on C'est le couche. 8, j'allais dire le 8. Et Dany Saval, votre épouse, Oui. quel chiffre? Dany, n'en parlons pas parce qu'elle estime que à partir d'un certain âge, il ne faut plus jamais se montrer. Alors évidemment, c'est compliqué pour moi. Mais pareil, on a le même âge. Bon, on a le même âge avec maintenant les progrès de la médecine. J'espère qu'elle sera avec moi très très longtemps. Elle n'y croit pas une seconde parce qu'elle me dit tu vas enterrer tout le monde. Bon. Alors, nous allons maintenant terminer l'émission avec cette dernière séquence, hasard ou destin. Alors là encore, question-réponse. Parce que finalement, dans un jeu de domino, on pioche les pièces au hasard, et pourtant tout s'enchaîne, comme si en fait la vie obéissait au hasard et au destin. Alors, Michel Drucker, nous parlions de Dany Saval à la seconde, à l'instant. Votre rencontre avec Dany Saval, hasard ou destin? Destin. Est-ce que vous voyez dans le destin une force invisible ou alors juste une série de coïncidences bien alignées? Souvent, c'est une coïncidence de bien alignées. Tenez, puisque vous me parlez de Dany. C'est Lelouch qui m'a raconté ça, je n'en revenais pas. Dany, elle avait 14 ans. Mm-hmm. Sa maman, sa grand-mère tenait une parfumerie près du bassin à Honfleur. Elle était là, l'été, avec une petite tresse et une glace à la vanille. Elle avait 14 ans, pas aller chez la grand-mère. Elle voit un jeune homme qui passe, un peu plus âgé qu'elle, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Je suis en vacances, etc. » Écoute, voilà, je suis un cinéaste et je tourne un court-métrage, un petit film. C'est l'histoire d'un petit couple amoureux de l'école. Mm-hmm. Et voilà, donc, si tu étais libre, j'aimerais bien tourner avec toi. Il faut que je demande à ma grand-mère. Elle demande à sa grand-mère. Et donc, elle a tourné ce petit court-métrage. Et le metteur en scène, c'est Claude Lelouch. Ah oui. Bon. Ça, c'est déjà une coïncidence. Mais au moment où elle est à Honfleur et Lelouch la rencontre, moi, je suis à 500 mètres de la Seine, car je suis au lycée d'Honfleur. Donc, on a pu se rencontrer là. Ensuite, je la rencontre. Elle habite rue de Douai. Moi, place Clichy, juste à côté. Ben oui. Ensuite, je suis moniteur de colonie de vacances au Sable d'Olonne. Son grand-père est Sable d'Olonne. C'est-à-dire, il y a plein d'endroits où j'aurais pu la rencontrer. Plein d'endroits. Ah oui. Bizarre, hein? Bizarre. Très, très bizarre. Une série de coïncidences oui. Alors, qui fait le suite destin. de coïncidences. Et votre carrière, vous diriez qu'elle a plutôt été guidée par le destin ou le hasard, votre carrière? Par le hasard. Le hasard? C'est le hasard, parce que si je ne termine pas mon service militaire à Paris, mais à Mourmelon ou ailleurs, je ne poste pas le courrier du colonel et je ne rencontre pas les gens de télévision. C'est là où j'ai rencontré une femme extrêmement célèbre à l'époque, qui était Catherine Langer, grande speakerine. Mmh. Son mari était Pierre Sabag, le grand patron. Et c'est en postant le courrier du colonel que je la rencontre et que j'obtiens un rendez-vous avec son mari que j'ai touché sans doute, qui m'a dit, bon, je voulais faire un stage au service des sports. J'ai fait ce stage qui dure depuis 63 ans. Ouais. Votre livre, Avec le temps, le temps, est-ce que c'est un allié indéfectible ou alors il vous a trahi de temps à autre? Non, c'est un allié, le temps. C'est un allié? Le temps. Le temps, prendre le temps. Et c'est pour ça que je continue à faire une télévision qui est peut-être démodée avec le temps. C'est-à-dire que maintenant, la télévision, c'est la vitesse d'un clip, de TikTok. Moi, je suis encore à la vitesse d'un long métrage. C'est pour ça que quand je suis sur mon canapé, le dimanche après-midi, avec une majorité de seniors qui me regardent, qui prennent le café, le thé, parce que le dimanche, on est
aussi devant la télévision en début d'après-midi, on prend son temps. Mais c'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on apprend plein de choses. La durée. Et dans nos métiers, la nouvelle génération, on ne les laisse pas durer longtemps. Et puis, il y a une chose qui veut dire, avec le temps, on a le temps d'un jour d'avoir la carte. Avec le temps, on a le temps d'être populaire, de faire des émissions grand public, et on a le temps de faire ce qu'on appelle de l'image. Parce que moi, l'image est aussi importante que l'audience. Mon frère disait toujours que l'image, c'est l'audience de demain. Et ça, c'est avec le temps. C'est-à-dire que si vous courez après l'audience tout le temps, le jour où elle s'arrête et vous avez une mauvaise image, il ne reste rien. Alors que si vous faites une émission sur la durée qui est installée, oui. L'image sauve tout. C'est pour ça que je suis dans le service public, parce que l'image du service public est incomparable, qu'on le veuille ou non. Bon, Michel, quand un événement bouleverse votre vie, est-ce que vous avez tendance à vous dire « c'est la vie » ou bien « c'était écrit » ? Ce qui m'a le plus bouleversé ma vie, je voulais répéter, c'est la mort de mon frère Jean. Si jeune, à la soixantaine. Donc là, pour le coup, c'était le destin ou c'est la vie ? Le destin. Le destin, mais que... c'est le destin. Ouais. C'était l'heure, sans doute. C'était l'heure, mais c'est une bonne interrogation, ça. C'est le destin. Ouais. Alors, je vais vous faire réfléchir sur cette phrase d'Albert Einstein. « Nous aurons le destin que nous aurons mérité. » Nous aurons le destin que nous aurons mérité. C'est pas mal, hein. Alors, vous acquiescez ? Sacré Albert. Non, mais... Ouais. Si j'ai fait ce destin-là, c'est peut-être que je l'avais mérité. Voilà. Mais pour le mériter, il faut s'en donner les moyens. Hein. Ouais. Mais vous pensez qu'on puisse désobéir à son destin ou se révolter, pour le coup, comme l'imaginait Albert Camus ? On peut désobéir, on peut se révolter ? Quand, par exemple, votre image, celle que vous avez longtemps envoyée, celle du fils idéal, du gendre idéal, est-ce qu'à un moment, vous avez essayé de vous révolter contre cette image ? Oui, mais ce n'était pas le mot révolte, mais j'ai décidé de montrer qui je suis. Et ça, il faut du temps. Si je n'avais pas eu le temps, je serais resté comme un passeur de plats. Le passeur de plats, le steward de l'après-midi qui passe les plats. Mais pendant très longtemps, j'ai entendu que ça. Ah oui, Drucker. C'est Ardisson. Ardisson qui allumait tout le monde avec talent et de façon très drôle. À chaque fois, il disait « Ah oui, Drucker, il mène sa carrière comme un clerc de notaire. Ouais. » Et puis, un jour, on me propose de présenter avec lui le 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Je dis oui, pourquoi pas. Non, mais parce qu'Ardisson dit « Ça m'étonnerait que Michel accepte parce que il fait partie de ceux que j'ai toujours allumés. » Et moi, ça me bouleversait pas parce que quand on fait ce métier, il faut savoir être allumé. Donc on se rend compte. Je dis « Mais aucun problème. » Et puis on sympathise, on fait l'émission. Il est terrorisé par le direct. Il était terrorisé par le direct, Thierry. Oui, je sais. Oui. Terrorisé. Il transpirait tellement, il était obligé de se mettre du talc. Il avait besoin de ses prothèses. Il avait besoin de son climatisation, un ventilateur. Il était tétanisé en direct. Et moi, le direct, j'adore ça parce que j'ai des reporters sportifs et c'est la meilleure école. Donc, on fait l'émission. Et puis, il me dit, moi, je ne peux pas faire le direct. Donc, je vais enregistrer, ou alors la nuit. Mais bref, j'ai fait le direct du prime time. Lui, il a enregistré des choses. Et puis, on s'est plutôt bien entendu. On a refait une émission ensemble qui s'appelait Les 100 plus grands, où c'était dans l'hémicycle du Sénat. Il y avait plein de gens célèbres et on se faisait un vote pour les 100 Français les plus célèbres dans plusieurs catégories. Et c'était en direct, parce qu'il y avait le résultat du vote en direct. Il m'a dit, je ne vais pas y arriver, écoute, Thierry. Donc on a sympathisé. Et puis, finalement, on est devenus assez copains, parce qu'il me touchait, Ardisson. C'était un mec extrêmement sensible, lui aussi qui avait une enfance compliquée, une vie compliquée, qui buvait pas que de l'eau. Et donc, un jour, il me dit, tu sais, t'avais raison. Il n'y a pas de honte à être bienveillant. Il n'y a pas de honte à être bienveillant. Figure-toi que je suis en train de me druckeriser. Mais je dis, mais tu peux me faire le plus beau compliment. Et quand il est mort, il commençait à changer. C'est vrai qu'il y avait un couple formidable avec André Crespo, mais
Et puis, il s'est peut-être aperçu que l'agression, allumer tout le monde, c'est un peu démodé maintenant. C'est un peu démodé. C'est ce metteur en scène qui avait fait ce film, et La tendresse bordel. Ouais. Bruel disait une chose, c'est que les gentils sont les héros d'aujourd'hui. Moi, je crois que l'époque qui commence va être à la bienveillance. Parce que le climat est tellement anxiogène. Oui, bien sûr. Et que voilà. Donc, je suis à la mode, finalement. Si Ardisson nous écoute, il nous voit peut-être. Hein. Ah, Thierry. Vous avez un message? Qu'est-ce que vous lui dites? Écoute, Thierry, bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est toi qui m'as dit un jour, habille-toi en noir, ça fait jeune. Ça amince la silhouette. Et puis, ben écoute, attends-moi. J'arrive. Pas maintenant, mais j'arrive. Et quand vous avez eu ces soucis de santé, est-ce que vous vous êtes dit que le destin s'acharnait? Quand en 2 ans, vous avez... La deuxième fois, oui. Vous vous êtes dit, c'est un coup du destin, là? Je dis, alors là, c'est pas possible. Non, mais ceux qui nous regardent quand il y a des problèmes cardiaques savent exactement ce que je vais dire. J'ai eu une endocardite infectieuse de la valve mitrale, ce qui veut dire que sur une valve, il y a une bactérie qui était partie d'une dent, comme quoi il faut toujours prendre des antibiotiques quand on fait un soin dentaire, ce que je ne savais pas, j'avais oublié. C'est une bactérie qui est partie d'une dent qui est partie partout. Dans les reins, dans la rate, dans les jambes, partout. Dans une jambe, on a failli m'amputer 4 jours avant l'opération parce que la jambe était bouchée. Elle était glaciale parce que ça ne circulait plus. Bon, très bien, ça se passe bien. Je fais quand même 8 heures d'anesthésie qui est très long. On arrête le cœur, on arrête pendant 3 ou 4 heures. Après, on rebranche. Bref. Et je m'en sors. À la surprise générale du service de cardiologie de Georges Pompidou. Ils vous ont applaudi? Ils ne sont pas venus tous dans votre chambre? Ils m'ont dit, alors vous reviendrez peut-être pas à la télévision. J'ai commencé, mais bien sûr, je reviens à la télévision. Ah oui, mais vous aurez des séquelles. Je dis non, on va y aller. Donc j'ai repris la télévision un peu exsangue. J'étais une ombre, un fantôme. Et puis la gouvernance de ma chaîne a eu la gentillesse de m'attendre. Il y avait le Covid qui a bien arrangé les choses. Et puis ils m'ont attendu. Je suis à peine remis. J'ai fait une émission, c'était avec Adamo. J'ai 38 de fièvre en arrivant. Toute l'équipe est là, je ne peux pas m'arrêter. 38 de fièvre. Je fais l'émission. L'émission est terminée, je monte dans un taxi. Pompidou, examen, rebelote, récidive. Oh là là. Vous avez une deuxième endocardite, infection de la valve mitrale. C'est une autre bactérie, mais sur la valve. Donc je repars pour près d'1 an. Alors là, les infirmières, les chirurgiens me voient arriver. Vous êtes de retour? Je dis oui, j'avais un prix pour 2. Et on m'a dit, mais c'est pas possible. Ils m'ont dit, mais vous savez que ça arrive jamais, ça. Endocardite, c'est déjà très grave. Mais une deuxième, donc, voilà, vous aurez des séquelles. Bon, très bien. Il va falloir que vous soyez très fort. Je vais refaire mon job. Et là, je me suis dit, quand même, merde, la deuxième fois, ça s'acharne sur moi, quoi. Oui. Et puis, voilà, et puis je suis là. Et en forme? Oui, en forme. Moi, je vous trouve... J'avais une autonomie d'1 heure et demie pour vous rencontrer. Voilà, on est dans les temps. Non, mais... Non, je suis très en forme. Très en forme parce que ça fonctionne bien. Mais moi, je vous trouve très en forme. Vous avez bonne mine? Oui, absolument. Puis je fais du sport, beaucoup, attention. Je continue à faire 1 heure de sport par jour. Et puis, j'ai un climat familial qui est autour de moi. C'est une digue qui me protège de tout. Et puis, je commence à être détendu. Je commence à pouvoir dire aux gens, mais avec humour, ce que j'ai sur le cœur, alors que je ne suis pas du tout rancunier, mais de temps en temps, je rigole, quoi. L'autodérision. Et Michel... Mais on peut tout dire maintenant. Tout dépend avec qui. Oui, bah oui. Tout dépend avec qui, ça. Et si vous deviez comparer votre vie à un jeu de hasard, ce serait plutôt pile ou face, le loto, ce serait la roulette? Le Monopoly. Le Monopoly? Monopoly. Le Monopoly, parce que je suis aussi fier d'être à l'abri, parce que j'avais aucune formation, donc je suis fier. Voilà, je suis fier d'avoir une maison pour ma famille, je suis fier d'avoir un appartement, d'avoir des animaux, je suis fier de ça et de pouvoir
faire plaisir à mes copains, à mes amis, Ouais. c'est important. Donc, papa Abraham, si vous nous entendez, vous pouvez être content de Michel. Oui. Alors, papa, parce qu'un jour, mon père m'appelle, le samedi soir, vers minuit, après Champs-Élysées, il me dit « Comment ça va ?» J'ai dit « Tu m'as vu ce soir ?» Papa me dit « Non, j'étais dans une ferme, j'étais de garde, j'ai fait un accouchement, etc. J'ai vu la fin. » Il dit la syntaxe, c'est pas encore ça pour toi. J'écoute papa. Non, mais passe-moi maman. Ta cravate, ça va pas. Ton brushing, c'est une horreur. Écoute, j'espère que ton coiffeur est en fuite. Bon, voilà. J'écoute papa. T'es content? Oui, mais je suis fatigué. T'es fatigué? On va terminer là-dessus. Tu es fatigué? Ah, t'es fatigué. Tu présentes 3 chanteurs qui savent pas chanter, ou qui savent pas lire. Tu présentes des gens qui n'ont aucun talent le samedi soir et ça te fatigue. Tu sais ce que j'ai fait, moi, cette semaine? J'ai sorti la nuit. Ça. Et il me dit une chose incroyable. Est-ce que tu sais combien gagne une infirmière? Est-ce que tu sais que la vie d'une infirmière? J'y ai beaucoup pensé quand j'étais à l'hôpital. Plus jamais j'ai dit à mon père que j'étais fatigué. Plus jamais. Et un jour, pour jouer à la transparence, moi je pensais que il fallait être franc. C'était un magazine Télé 7 jours à l'époque qui m'appelle « Combien vous gagnez ?» Alors j'ai dit voilà ce que je gagne. Très bien. Et j'étais sur RTL, où on gagnait mieux sa vie sur les radios privées, dites périphériques. Très bien. Et je le dis. Et c'était combien? Sans mentir. À l'époque, ça représenterait aujourd'hui... à l'époque, ça représentait l'équivalent de 20 000 euros par mois. Ce qui était considérable. C'est beaucoup, hein? C'était considérable. Énorme. Oui, parce qu'il y avait radio. Oui. C'était considérable. Donc, je le cache pas. À Télé 7 jours, ils ont reçu des milliers de lettres. Comment on reproche pas à Michel Drucker de gagner sa vie, il le mérite. Il fait connaître des chanteurs, il envoie les gens au théâtre, au cinéma, il fait lire des livres, mais pourquoi il s'en vante? Pourquoi il s'en vante? Pourquoi il s'en vante? Ça va être, au lieu de... Je pensais que c'était la transparence. Et mon père me dit, tu gagnes ça? Tu sais combien je gagne? Écoute papa, je sais bien, mais... Et c'était à l'époque. Alors, ne parlons pas de l'épisode Berlusconi, quand je suis rentré de chez Berlusconi et que j'ai dit à mon frère Jean, qui était encore là, combien il me proposait. Alors là, j'ai dit, ne dis pas ça à maman. Donc j'ai rien dit. Et j'avais dit à Serge Julie, qui était le patron de Libération, qui voulait absolument avoir ma réponse, parce que tout le monde allait chez Berlusconi. Et j'étais le seul avec Pivot à ne pas être allé là-bas. Et on savait qu'il me proposait des lingots d'or. Et puis finalement, j'étais allé chez lui à Milan avec son avion. Il m'avait proposé un contrat hallucinant. Et quand j'ai dit à mon frère, qui venait dîner le dimanche soir avec maman, voilà, il me propose ça. Et mon frère me pose la seule question qu'il se posait. Pour ce prix-là, tu vas faire quoi? Je lui ai présenté. Il me dit, tu vas lui dire non. Tu vas lui dire non parce que je vais t'apprendre une grande nouvelle. Je viens d'être nommé, il y a 1 heure, patron de France 2. Je deviens ton patron. Et comme j'avais arrêté Champs-Élysées, moi, j'ai besoin de toi, tu vas pas aller chez bon. Magnifique. Donc, tu l'appelles. Donc, j'appelle Berlusconi. Et je dis alors, il me dit alors, Michel, t'es riche, t'es content. L'avion venait d'arriver à Paris 2 heures avant. Alors, tu es riche? Je dis non, Silvio, je vais pas y aller. Comment ça? C'est pas assez? Tu veux qu'on te... on remette un peu les d'argent. Caraïbes, tu veux... C'est pas assez, tu veux... C'est pas une question d'argent, je dis, je peux pas. Je peux pas, pour une raison très simple. Mon frère... D'abord, ma mère n'aurait pas compris. Et deuxièmement, mon frère vient d'être nommé mon patron. T'es italien, t'as le sens de la famille. Et il me dit, il vaut combien ton frère? Et c'était... Il voulait acheter ton il frère. acheté mon frère. Je l'ai revu plus tard, avant qu'il meure. Et voilà, donc. Et j'ai dit, ma mère n'aurait pas compris. Je vois Serge Julie, j'avais promis que je lui dirais un scoop. On voit un dimanche matin, il dit, Serge, j'y vais pas. T'y vas pas? Mais il paraît que c'est considérable. Je comprends, oui, c'est considérable, mais non, j'y vais pas. Et je lui dis, tu sais, ma mère n'aurait pas compris. Le lendemain,
Libé paraît. À la une de Libé, c'est encore le cas maintenant, il n'y a jamais de photos. Moi, en pied, Drucker, Dino Berlusconi, entre guillemets, ma mère n'aurait pas compris. Et pendant des mois, Florence, pendant des mois, les chauffeurs de bus, les taxis, « Hé, Drucker !» Bien pour la maman, bien. Et c'est là où j'ai compris que l'image, c'est l'audience de demain. Ouais. Il ne faut pas sacrifier l'image. Il faut pas. C'est ce que je dis à la jeune génération qui vient me voir. Faites pas trop de grosses audiences. Faites des audiences raisonnables, mais jamais pas des grosses audiences. Car si vous faites un jour 2,5 millions d'audience pour une émission, on va vous applaudir car c'est formidable. Si la semaine d'après vous faites 2,4 millions, moins bien. Tu as fait 100 millions. Jamais. Il faut faire ça. Être stable. On en revient à la stabilité. Donner du temps au temps. Du temps au temps. C'est avec le temps sur la durée. Ça, durée. c'est mitterrandien, hein, donner du temps au temps. Oui, absolument. Oui. On va dire que c'est druckerien maintenant. Oui, mais je l'ai emprunté, cette phrase de Mitterrand, donner du temps au temps. Il savait de quoi il parlait, lui. Hein. Oui. Et en dernière question, pour cette dernière question, Michel, en 2016, vous étiez sur scène. Vous étiez dans un one-man show. Alors, moi, je vais vous projeter... Et j'avais l'affiche. Je vais vous projeter dans les mois, les années qui vont arriver. Est-ce qu'on vous retrouvera dans un one-man show? Oui. Et si je vous demandais qui aimeriez-vous incarner pour ce one-man show, par exemple, hein, Monsieur Hasard ou Monsieur Destin? Les deux. Les deux, mon commandant? Les deux? J'ai fait deux one-man shows. J'en ai fait un qui s'appelait Seul avec vous, et puis De vous à moi, quelle affiche d'ailleurs, l'affiche à moi, où on parle tous les deux. C'est-à-dire que sur scène, je suis à la fois le jeune et l'ancien, et on se parle, et je réponds. Donc c'était une mécanique assez incroyable. J'ai adoré faire ça, et puis au moment où j'allais faire la captation, c'était au Petit Marigny, j'ai eu ce deuxième pépin cardiaque et j'ai pas fait. Donc il n'est pas impossible, il faut du courage que je reprenne tout ce spectacle qui durait 1h30 pour faire la captation. Mais j'ai l'idée d'un autre spectacle, qui est mon livre. Ah, bah oui, très bien. Voilà. Ah, oui, très, très bien. Mon livre. Je vais être tout seul sur scène et expliquer ce que c'est que la notoriété, qu'est-ce que c'est que le végétarien en télé, qu'est-ce que c'est que d'être un couple politique. Dans un an? Dans un an? Oh, un peu plus. 1 an et demi? Oui. Ça, j'aimerais bien faire ça. Michel Drucker fait son retour sur scène dans un one-man show. Oui, en tout cas, dans 2 ou 3 ans, j'aimerais bien. J'aimerais bien et le capter, parce que j'ai adoré ça. Et vous êtes un vrai artiste. Oui, moi je pense que je suis un vrai artiste. Graine d'artiste. C'est la chanson de Starmania. J'aurais voulu être un chanteur. On a été bavards. Hein. Oui, l'heure est venue de se séparer. Déjà? Oui. On a à peine commencé. Oui. Mais merci, tellement merci de vous être livré de cette manière. Florence, il était temps qu'on s'arrête parce que j'allais inverser les rôles et je vais vous demander, et vous? Et vous, comment vous allez? En tous les cas, moi je recommande ce livre, hein, Avec le temps. À ceux qui nous regardent, lisez si vous voulez en savoir plus sur Michel Drucker. Mais bon, on en a appris pas mal déjà. Et sur ce métier. Et sur ce métier. Et sur ce qu'est la bienveillance et la malveillance. Oui, et puis la mode. Le rapport à l'argent. Voilà. Le rapport au couple. Le père. Oui, c'est vrai. À part, vous avez vu, hein, le bandeau. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ce qui dure, les amours, les amitiés, les familles. C'est la durée. Eh bien, moi, je vous remercie. Voilà. Alors, avec le temps, j'ai bien connu Léo Ferré. Et Léo, si tu m'écoutes, j'aurais bien aimé que tu te trompes et que tout ne foute pas le camp avec le temps. Mais je crois que tu as raison. On va terminer sur cette parole, Michel. Oui, très bien. Isia était très sage. Hein. Mais Isia, elle a tout écouté, tout. En sortant, elle va vous dire, il faut monter ça, il faut couper ça. Non, il n'y a pas de montage. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.